Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Enfin Peut-être, un podcast doutant et douteux qui parle de pensée critique. Alors je vais vous proposer pendant l'été une petite série d'épisodes où je vais tout simplement mettre en version audio des articles que j'ai écrits ces dernières années. On va donc parler de scepticisme, d'écologie, de mathématiques et bien évidemment de pensée critique. Dès la rentrée, le podcast revient avec un très gros projet, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bon épisode à vous. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Alors dans cet épisode, on va parler d'un article qui date de février 2023 et qui s'appelle « Si ma grand-mère avait des ailes, ce serait un avion vert » et qui est sous-titré « Flou sémantique et greenwashing ». Voilà, et qui parle de la question de l'avion vis-à-vis de l'écologie, qui était un sujet auquel je m'étais beaucoup intéressé à ce moment-là. Alors c'est parti, commençons la lecture. Si l'on me demandait si la transition vers une aviation verte est possible, il me semble que le plus sage serait de répondre « Cela dépend de ce que l'on appelle transition, de ce que l'on appelle vert et de ce que l'on appelle aviation. » Suivant le cadre que l'on se fixe, alors la réponse peut varier de « clairement oui » à « absolument pas », avec tout un éventail de nuances entre les deux. Dans cet article, nous allons donc proposer de considérer différentes définitions à travers lesquelles nous posons la question de la transition vers une aviation verte. En plus de faire le point sur l'impact écologique de l'aviation et ses perspectives d'avenir, cet article vise à appeler à la prudence face à l'ambiguïté cachée des mots. Ambiguïté dont certains peuvent largement tirer profit. Première partie, est-il possible de faire ? 3 petits points. Et nous allons tout au long de cette partie-là répondre à différentes possibilités avec les différentes définitions que l'on peut considérer. Donc première partie, est-il possible de faire un appareil volant qui n'émet pas de carbone pendant son vol ? Oui, et cela existe déjà plus ou moins. On peut penser tout d'abord aux avions solaires, des appareils recouverts de panneaux photovoltaïques qui fournissent de l'énergie solaire. Ceux-ci sont testés depuis les années 70, mais le modèle le plus performant en est probablement le Solar Impulse 1 et 2, qui, aux dernières nouvelles, est capable de transporter qu'une seule personne à une vitesse d'environ 80 km/h. On est assez loin des 4 milliards de passagers annuels. On peut aussi évoquer les planeurs, qui, une fois lancés, profitent des courants pour voler et n'utilisent aucun moteur et donc n'émettent effectivement aucun gaz à effet de serre. Les avions volant avec des huiles de friture ne rentrent pas vraiment dans cette catégorie. D'une part parce que celles-ci émettent du carbone, certes en plus faible quantité, et d'autre part parce qu'elles sont nécessairement mélangées avec du kérosène classique. Deuxième partie, est-il possible de faire un avion avec des passagers qui n'émet pas de carbone pendant son vol ? Alors là, c'est déjà plus compliqué. Les vols précédents ne peuvent transporter qu'une seule personne, ou à peine plus. Et il y a un gouffre à franchir avant de pouvoir utiliser ces solutions pour des vols commerciaux. On peut identifier au moins 3 obstacles majeurs pour y parvenir. Premièrement, trouver les solutions technologiques pour pouvoir transporter une masse très importante, ce qui est a priori impossible pour l'avion solaire ou le planeur par exemple. Deuxièmement, rendre le prix du vol économiquement viable. Et troisièmement, obtenir les certifications nécessaires. Certes, on en est loin, mais en théorie, rien ne l'empêche. Toutefois, il semble pertinent de se demander à quelle date et à quel coût ces innovations pourraient être accessibles. Les deux géants de l'aviation, Boeing et Airbus, ont annoncé la date de 2035 pour leurs premiers vols commerciaux bas carbone. Le premier grâce à des agrocarburants, le second avec de l'hydrogène. Notons ici 2 choses. Premièrement, cette annonce est probablement davantage influencée par son impact marketing et politique que par une réelle prédiction technologique. Deuxièmement, la réalisation de cet objectif ne peut se faire qu'au prix d'énormes moyens financiers et de choix politiques privilégiant le secteur aérien sur d'autres secteurs. Au vu de l'urgence climatique, envisager d'utiliser l'aviation actuelle pendant encore une quinzaine d'années semble relativement déraisonnable. Troisième partie, est-il possible de faire un avion
avec des passagers qui n'émettent pas de carbone pendant tout son cycle de vie. Reprenons l'exemple du planeur. Certes, en vol, il n'émet aucun gaz à effet de serre. Mais encore faut-il le lancer. Il y a deux moyens pour cela, le treuillage ou le remorquage par un autre avion. Dans les deux cas, ce sont des opérations qui demandent beaucoup d'énergie. De la même manière, imaginons qu'il soit possible de faire des avions transportant des passagers qui volent en émettant peu ou pas de carbone. Est-il possible que l'ensemble des opérations en amont et en aval soient également peu émettrices ? Cela pose en premier lieu la question de la création des vecteurs d'énergie, à savoir agrocarburants ou hydrogène. Pour le premier se pose entre autres la question de la déforestation et de l'utilisation des sols qui détruiraient des potentiels puits de carbone. Pour le second, la question de l'hydrogène décarboné reste aussi un défi à résoudre. D'autre part, le transport de ces carburants, la construction et le démantèlement des avions, la construction et la gestion des aéroports, ainsi que toutes les infrastructures physiques et logistiques qui permettent le vol d'un avion, sont d'autres défis pour parvenir à des vols émettant peu de carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Quatrième partie, peut-on faire une aviation entièrement bas carbone ? Lorsque Airbus annonce le début de ses vols commerciaux bas carbone pour 2035, il faut rappeler que cela ne concerne que ses vols les plus courts. D'après Carbone 4, seuls les vols inférieurs à 1500 km seraient concernés, ce qui représente 6% des émissions de l'aviation. Toujours d'après cette source, pour les vols plus longs, il faudrait attendre 2040 ou 2045, et la part de l'hydrogène en 2050 pourrait n'atteindre que 10% des carburants utilisés. Cinquième et dernière partie, est-il possible de faire une flotte entière d'avions qui ne nuit pas aux conditions de vie ? Voici enfin la question qui est probablement la plus pertinente. Étant donné que la réponse aux questions précédentes est très probablement non, et quelles sont les conditions nécessaires à cette question-là, voilà enfin la question qui est probablement la plus pertinente. Alors étant donné que la réponse aux questions précédentes est très probablement non, et quelles sont les conditions nécessaires à cette question-là, on pourrait presque faire l'économie de développer ici. Mais si l'on ne se contente pas de considérer uniquement l'empreinte carbone et que l'on envisage la possibilité d'une aviation avec un impact acceptable sur le vivant et sur nos conditions de vie, on se heurte à de nouveaux obstacles, et je vais en présenter ici deux. En premier, ce serait la question du tourisme de masse qui est induit par l'aviation et qui est néfaste à bien des égards pour les écosystèmes, mais aussi les populations, les individus, les cultures locales qui sont touchées par ce tourisme de masse. Le deuxième, c'est la question des inégalités sociales qui sont liées à l'aviation. On pourrait espérer que pour une justice sociale, il faudrait, en plus des défis précédents, réfléchir à une aviation accessible équitablement pour tous. Conclusion, à qui profite le crime ? Cette confusion peut être analysée d'un point de vue de notre système cognitif et de notre traitement du langage. Et possiblement que nous nous satisfaisons en partie de cette ambiguïté pour pouvoir conserver nos habitudes vis-à-vis de l'avion. Mais il me semble plus pertinent de l'analyser d'un point de vue global, que ce soit dans le traitement médiatique, dans les annonces politiques ou dans les discours d'industriels. Il semble que jouer sur ces ambiguïtés linguistiques soit un ressort plutôt efficace de ce que l'on peut appeler du greenwashing. Il y a tout intérêt de ce point de vue-là à annoncer un avion vert pour 2035 sans trop s'étaler sur ce dont on parle, également sur les moyens pour y arriver. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Voilà, c'est la fin de cet article. J'espère que ça vous a plu. Alors, il s'inscrit dans un travail plus global que j'avais fait autour de l'avion et dont j'avais déjà fait un épisode de podcast ici. Je vous le remets en description. Et voilà, là, c'était l'occasion de traiter le sujet un peu d'une manière différente en parlant des acceptions sémantiques que recouvre le terme d'aviation verte. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Excuse-moi. Ouais ? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre ? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.